Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie pour la première fois de faire un podcast en physique avec une Toulousaine, bien évidemment. Donc, vous allez découvrir Julie Charles tout de suite, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Julie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, déjà merci de m'accueillir dans ce cadre incroyable. Alors qui suis-je? Je suis, lotoise d'origine. J'ai grandi, au fin fond de la campagne, donc tu vois le cadre dans lequel on est, me rappelle un peu mes origines. Au milieu des champs. Mon premier boulot, c'était de castrer du maïs, donc j'ai pas du tout grandi dans un univers, corporate, on va dire. Mais la vie a fait que finalement, j'ai pris un chemin, que je n'aurais jamais, imaginé. Et donc, aujourd'hui, je suis entrepreneuse. On va en parler, je pense. Et avant ça, écoute, j'ai fait un master en ressources humaines à Toulouse et j'ai travaillé, un peu plus de 12 ans sur différents postes, RH dans des univers très différents, en Justement, France et à l'étranger. justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours professionnel, ce que ça t'a apporté, quelles ont été les grandes étapes? Mmh. Alors les grandes étapes, j'ai eu une première expérience en stage qui a été ultra structurante pour, la suite. Donc j'aime bien en parler même si c'est qu'un stage, parce que, du temps où je faisais mes études, je voulais vraiment me mettre à parler anglais, plus sérieusement que le niveau, scolaire et donc j'ai cherché absolument à partir en stage à l'étranger en faisant une année de césure et je me suis retrouvée contre toute attente, en Inde, travailler pour, Renault. Ah! Qui venait de s'implanter, moins d'1 an avant, après une première tentative quelques années, avant, qui avait été un gros échec. Renault faisait sa deuxième tentative de s'implanter en Inde et je suis arrivée à ce moment-là et pour la petite histoire, je l'avais vraiment voulu ce stage parce que, il m'avait dit les conditions c'était, pas de gratification de stage, on paye pas le visa, on paye pas les billets d'avion quoi. Si vous voulez venir, vous venez mais et j'avais dit: «OK». Je viens quand même. Je m'étais débrouillée pour m'autofinancer, ces 6 mois, et officiellement, le sujet de mon stage, c'était l'étude, des différences culturelles au travail. Parce que la Mmh. majorité des directeurs venaient du siège à Paris, et manageaient des équipes, locales Mmh. et évidemment qu'on n'a pas du tout la même culture, Bien encore moins sûr. au travail. Donc ça a été 6 mois, très intenses, autant côté pro que côté perso d'ailleurs, parce que j'ai débarqué à 21-22 ans, toute seule en Inde. Waouh! Ça devait être quelque chose. Exactement, à Chennai, qui s'appelle aussi Madras et ça a été une expérience, qui a en fait changé mon regard, sur plein de choses. Il y a vraiment un avant et un après. D'accord, et donc qu'est-ce qui a te changer ton regard? Ce serait quoi, qui t'a le plus marqué, dans ce Je pense que, il y a une chose dont j'ai pris conscience sur le moment, pendant l'expérience, c'était qu'en fait, il y a pas qu'une seule façon de faire les choses, mmh et qu'on a chacun un prisme, mais que, ça marche d'une autre façon, même si on n'y croit pas, parce que, bah, mmh, quand on est en Inde, on le voit tous les jours. Ça a été une prise de conscience vraiment sur le moment et il y a eu une deuxième grosse prise de conscience plus tard, une fois que je suis rentrée, qui était à quel point, le bonheur est déconnecté de l'aspect, matériel. mmh, Parce que, en fait, j'ai toujours dit, c'était 6 mois dans ma vie qui ont été une parenthèse où il y avait pas de stress, où il y avait, que des belles rencontres, beaucoup d'authenticité, de curiosité dans les échanges, mmh. parce qu'ils étaient très accueillants et qui m'ont fait me sentir, super bien tout le temps dans n'importe quel cadre. Autant, au travail qu'en dehors du travail et je suis rentrée en France au bout que de 6 mois et là, j'ai vu tout mon entourage se plaindre parce que c'était la canicule alors qu'il faisait 32°, voilà, râler parce que la clim ne marche pas ou autre et je me suis dit: «Ah mais oui, mais en fait, là, j'ai quitté un pays où j'ai vu de la pauvreté, voire de la misère au quotidien, Mmh. mais tout le monde était dégageait une espèce de joie de vivre Mmh. et de curiosité, d'élan vers l'autre qui était mais incomparable par rapport à ce qu'on connaît en France.
malgré le fait que nous, matériellement parlant, pour le coup, on n'est pas du tout dans la même situation. Et c'est intéressant parce que quand on parle souvent du bonheur et qu'on mélange avec le plaisir d'ailleurs, on fait beaucoup d'amalgames entre plaisir et bonheur et on confond les 2, Mmh. ce qui est complètement différent. Le plaisir généralement c'est plutôt, spontané et c'est éphémère. Et donc ça dans le temps, ça part très, très vite, tandis que le bonheur, c'est un état d'être. C'est ça, c'est plus C'est ancré. voilà, c'est continu et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même les hormones sont pas les mêmes, hein. On a plutôt l'adrénaline pour le plaisir et puis la sérotonine pour le bonheur et c'est vraiment, ce que tu dis, c'est-à-dire que ces personnes-là aussi ont des croyances, qui fait qu'ils ont un état d'être et un détachement, par rapport au matériel, Mmh. qui fait que en fait, ce qui les rend heureux, c'est l'essentiel, ce que nous, on essaie de revenir d'ailleurs, hein. Les occidentaux, il y a plein de choses aujourd'hui, la méditation, on parle de communauté, on parle de plein de choses, qui font qu'on revient juste Oui, à ce qu'on à faisait, à l'essentiel. les anciens, en fait. Exactement. Donc on essaie de reproduire ça à travers les réseaux sociaux, à travers, plein de Mmh. choses. Donc Mmh ça mh. m'étonne pas que ça a été un vrai changement, en tout cas pour toi, d'un point de vue, état d'esprit. Mmh, mmh mh. Et juste pour finir, ça c'est encore plus tard que je m'en suis rendu compte. Je pense que ça m'a permis d'intégrer très jeune que, il faut s'adapter, à l'environnement dans lequel on est, au Mmh. contexte dans lequel on est Mmh. et qu'en fait, dans certains extrêmes, la question ne se pose pas. Il y a une anecdote qui est, super marquante, c'est que donc quand j'y étais, c'était le moment où la première voiture, devait partir en production sur l'usine et c'était la 1re usine en Inde, partagée avec Nissan où sur la même ligne, de prod, ils pouvaient produire 2 modèles différents de Mmh. voitures. Nissan, produisait déjà sa voiture et la date de l'entrée de la première Renault était fixée depuis longtemps. Tu imagines la supply chain qu'il y a derrière, hein. Ah On bah, parle je d'une connais usine, bien. je crois qu'il y avait, qui sortait 400 000, Mmh. voitures par an, donc Mmh. c'est énorme, quoi. C'est énorme, effectivement. Et une semaine, avant, cette fameuse date de lancement, on sentait, un côté très électrique au siège et en fait, j'ai su que, il y avait un bras de fer parce que, entre les Français et les Indiens, entre la filiale indienne et le siège, parce que les Indiens, avaient consulté leur calendrier, et ont dit: «Ce n'est pas une date, propice» dans leur, Ah oui, par rapport à leurs croyances. Exactement et D'accord. donc vu qu'on a déjà essuyé un échec quelques années auparavant, là, nous, on est convaincus que si on garde cette date de lancement, on est voué à un second échec Mmh. et tu bien que, la direction, ça s'est remonté, jusque, au PDG qu'on a tous connu, c'était, impensable d'y changer une date pour une question de croyance et Ouais. d'astrologie ou en tout Mmh. cas de L'intuition, en tout cas. exactement. Eh bien, figure-toi que, finalement, c'est les Indiens qui ont obtenu gain de cause J'allais te dire, je suis sûre que c'est les Indiens qui ont gagné. et quand on voit ça, on se dit: «Bah, oui, en fait, la vie, c'est ça et le monde du travail, c'est ça aussi, c'est s'adapter parce que, on est dans un contexte qui fait qu'on doit pas rester ancré avec nos habitudes et nos croyances». Mmh. Et c'est ça qui peut faire le succès aussi, d'un projet. Donc voilà. Donc, est-ce que cette expérience justement t'a marqué au point, justement d'intégrer les diversités dans ton approche, du recrutement? Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton business que tu as décidé de créer autour du, recrutement sans CV? Ouais. Ouais, je pense que ça se nourrit, en fait, de toutes les expériences, celles-là et de toutes celles qui ont suivi. Parce qu'après ça, j'ai travaillé aussi, en Chine, du coup, parce que j'avais vraiment envie Mmh. de partir vivre à l'étranger et revivre un dépaysement. J'ai travaillé dans des grands groupes, dans l'environnement start-up, enfin, dans le conseil, j'ai fait plein de choses et oui, ce que je fais aujourd'hui, recruter son CV, c'est évidemment pas dire on regarde plus du tout les compétences. Mais le premier filtre n'est plus les compétences et en plus, le CV dit compétences déjà acquises, Mmh. confirmées, validées, alors qu'en fait, on a plein d'autres compétences. On a des compétences qui sont transposables, on a des compétences qu'on peut apprendre. Mais par contre, un filtre davantage sur la personne, ses modes de fonctionnement et sa motivation. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire?
et qu'est-ce qui lui correspond comme environnement de travail. Mmh. C'est ça un peu qui est au cœur de l'approche, et ça, c'est ce que j'ai appris à travers toutes mes expériences. C'est qu'au final, c'est pas les compétences, encore une fois, que les compétences qui font le succès d'une entreprise ou d'un projet. Bien sûr. C'est les personnes, c'est leur, motivation, c'est leur envie, c'est leur capacité à travailler ensemble, Mmh. c'est à quel point ils se connaissent eux-mêmes et ils arrivent à se comprendre les uns les autres. Mmh. Et on pense souvent que, différentes cultures, différentes langues de travail, ça amène une distance, et je le questionne parce que je pense que ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que, entre Français, on partage la même culture, la même histoire, la même langue. Quand on communique, on fait peut-être moins d'efforts pour vérifier la compréhension de l'autre Bien sûr. que quand on a, 10 nationalités autour de la table et qu'on parle tous anglais et que c'est la langue maternelle de quasiment personne. Mmh. Alors là, on va vraiment prendre le temps de reformuler beaucoup plus naturellement. Mmh. On se sent tous plus à l'aise de poser des questions. C'est en fait reprendre cette vraie écoute, pour comprendre l'autre, dans le recrutement, mais c'est applicable à plein d'autres champs. Mmh. Hem Et essayer de se détacher de nos habitudes, d'essayer de se rassurer par des compétences déjà acquises. Mmh. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et que moi j'aime beaucoup parler de ça sur, la les points de vue. J'aime bien parler de diversité avec les points de vue, parce que dans un point de vue, tu as tout. Tu as ton histoire, tes croyances, qui tu es, ta Mmh, personnalité, et donc en fait, c'est comment on arrive à s'écouter et à écouter les points de vue de l'autre, tout en maintenant le sien. C'est-à-dire qu'on peut avoir nos convictions propres, mais ça n'empêche pas de l'écoute, et je trouve que c'est d'actualité. En ce moment, je trouve que les gens ne s'écoutent pas parce qu'avant d'écouter, on est dans l'interprétation, dans le jugement, on pense qu'on sait déjà ce que la personne veut dire, exactement. et on ne s'assure pas de vérifier comme tu dis, si bien, et donc c'est vraiment, pour moi même, sociétal, ce que tu dis, ce que tu racontes, parce que l'écoute, c'est dans l'entreprise, mais aussi c'est partout. C'est partout, ouais. Oui, oui, et c'est un vrai point parce que ça paraît simple quand on dit, que l'écoute, c'est une clé importante. Mais la vraie écoute, elle est complexe à mettre en place. Bien sûr. Hem Parce que nos jugements, Mmh. et ça aussi c'est culturel, hein, c'est assez français, On peut se le dire. ils arrivent tellement vite qu'ils Mmh. sont intégrés à notre pensée, en fait. Ouais, Donc la plupart du temps, on les identifie même pas sur le moment. bien sûr. Et ça, moi, je l'ai appris dans une autre sphère de ma vie qui est le bénévolat, parce que j'ai fait de l'accompagnement de personnes en fin de vie. Et là, si on n'est pas dans une vraie écoute active, Mmh. on est cuit. Parce qu'on ne sait pas ce que va nous poser la personne en face. Mmh. Et ça demande, d'accueillir, et ça demande d'arriver très bien à se connaître soi et à se sonder à l'instant T pour être en mesure de répondre à l'autre. Mmh. Parce que là, nos schémas habituels, ils fonctionnent pas. On peut pas, se dire, «Je comprends», ou on peut pas dire, «Oui mais non». Mmh. Oui, bien sûr. Tous ces mécanismes qu'on a automatiques, Mmh. qui sont une fausse écoute, ils font clairement aucun sens dans ce cadre-là. Parce que c'est intéressant, parce que c'est toujours ce que je dis, c'est quel est l'objectif de l'écoute? Pourquoi Ouais, devons-nous écouter? Généralement, comme tu dis, on a été formaté, et moi la première, je me rappelle très bien que j'ai ouais, j'ai été comme ça pendant longtemps, sur, écouter pour répondre. ouais, pour apporter une solution. Pour apporter une solution, Mmh. et c'est ça, qu'on nous a un peu aussi formés comme ça à l'école. Totalement, Quand on tu est vois à l'é formaté comme On ça, est formaté à l'école comme totalement. ça, Mmh. et donc ça nous demande un effort réel de changer notre Oui. posture. Moi, je l'ai apprise grâce au coaching, Faut déconstruire quelque chose, exactement. parce que c'est très ancré en effet. Voilà, c'est ça, c'est et déconstruire, de se dire: «J'écoute, non pas pour répondre, mais j'écoute pour comprendre l'autre», Mmh. et voir où on peut trouver un terrain Où est-ce qu'on se retrouve? voilà, un terrain, tu Ouais. vois, commun, Mmh. d'entente commune, d'entente commun, pour pouvoir justement, avancer ensemble, et là, on revient sur ce que tu dis, la collaboration, la coopération, et sans écoute au préalable, au départ, ce n'est pas possible. Exactement. Donc c'est vraiment pour moi un sujet clé, qui en tout cas n'est pas appris à la mesure. On dit à chaque fois l'écoute active, il faut donc tout le monde comprend ça, mais il comprend pas l'enjeu Oui, derrière de ce que exactement. ça veut dire en termes de changement de comportement, De de mindset, posture, de de posture, totalement, de et pour reboucler avec le recrutement, malheureusement dans notre, façon classique de recruter, il n'y ouais. a aucune écoute.
Ah, c'est très intéressant. Déjà, quand on trie des CV, on n'écoute personne. On est vraiment directement dans le jugement, on les trie Mmh. en quelques demi-secondes. Et puis, et quand on fait une préqualification téléphonique ou un entretien, en général, en tant que recruteur, on va chercher de l'info. Ouais, On tu est vraiment cherches. dans cette phase d'évaluation directement. Mmh. On se met plein de billets, et la personne en face, elle ne peut pas s'exprimer pleinement, elle doit répondre à des questions, on la met déjà dans cette chose de: «Il faut rentrer dans le cadre». Mmh. Et donc qu'est-ce que tu fais justement dans ton approche de différemment justement pour pallier à ça, toi? Et ton expérience d'ailleurs parce que tout ce que tu nous as dit, jusqu'à présent doit servir. Oui, oui, oui. Alors, c'est une chose que j'ai expérimentée, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait il y a quelques années de façon très intuitive, à Paris. Je venais de quitter, je sais pas moi, 7 ans chez Airbus et je me retrouve à cofonder un incubateur à start-up. Donc première aventure, entrepreneuriale. On est 2 dans un bureau, puis on doit tout créer et on se dit: «On va accompagner des entrepreneurs qui, sont encore très early stage», c'est-à-dire ils se sont dédiés à leur idée, Mmh à mh. leur projet. Ils sont souvent encore seuls ou à 2, Mmh. mais ils ont pas forcément passé le cap du premier client, d'un début de chiffre d'affaires et nous, on va D'accord, les aider à passer de zéro à 1 justement, à cranter. d'accord. Et donc on va créer tout un écosystème autour d'eux qui fait qu'on va les aider et on va être comme une extension de leur équipe. D'accord, Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à, pour les préparer à lever des fonds, à trouver des associés. d'accord. Qui dit trouver un associé, c'est au-delà des compétences. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une sacrée cohésion, il faut qu'ils aient envie de travailler ensemble et surtout, faut qu'ils aient des envies communes, quoi. Il faut que le Bien sûr, projet, il parle pleinement à la personne qui va les rejoindre. bien sûr. Et donc à cette époque, j'ai testé en me disant: «Bah, je vais passer des annonces, qui sortent un peu du lot Ouais. et je vais, inviter toutes les personnes», parce qu'on n'avait pas une énorme visibilité, «qui postulent à, les rencontrer». D'accord, tu rencontrais systématiquement Systématiquement, toutes les personnes qui indépendamment de ce qu'il y postulaient? avait écrit sur le D'accord. CV. Et ce qui a fait une grande différence, c'est que, en introduction de l'entretien, Ouais. je disais bien aux personnes, «Le but, c'est pas un oui ou non à l'issue de ce rendez-vous». Nous, on rencontre des entrepreneurs tous les jours, plusieurs entrepreneurs par jour. Donc, même si c'est pas OK pour, l'opportunité qui est en cours en ce moment, il peut y en avoir une autre dans 3 semaines, dans 6 mois. Donc moi, le but aujourd'hui, c'est d'apprendre à vous connaître au maximum pour être capable de vous remobiliser justement si je rencontre un entrepreneur avec qui ça ferait sens de discuter. Et donc on est plus dans la narration, on est plus dans: «Mais qui vous êtes vous?» Pas qui Mmh. vous êtes vous par rapport à ce cadre très précis de tel poste. Mmh. Et ça fait toute la différence, en fait. Et c'est là où on découvre la richesse, le potentiel, Mmh. et qu'en fait, on enlève, ce filtre-là de, bah, Fabienne, elle est forcément, manager, Mmh. non, Fabienne, elle est bien plus que ça et elle D'accord. peut apporter bien plus que ça à une entreprise. Et en fait, j'entends une sorte de, c'est intéressant, c'est que plutôt effectivement tu as le cadre et tu colles la personne au cadre, tu essaies de connaître très bien le cadre d'ailleurs, parce que Oui. l'entreprise aussi de Ah, j'ai connaître du coup, j'étais avec voilà, eux tous les jours, donc je les voilà, connaissais super connaître bien. très bien le la les valeurs et en fait, c'est comme si tu apprends très bien les candidats et en fait, c'est le match. C'est un peu comme le Tinder, du Exactement, recrutement en fait, c'est le match, mais du coup, pas basé sur des mots-clés. Et Oui. d'ailleurs, c'était marrant parce qu'au tout début, c'était, le à chaque fois, j'envoyais quand même le CV aux entrepreneurs en question pour leur dire: «Bah, j'ai rencontré, je sais pas moi, Mathieu, je pense qu'il faut vraiment que vous le rencontriez». Et ils regardaient le CV, ils disaient: «Mais tu as pas compris, il y a pas telle expérience, il y a pas tel mot-clé ou ces formations, c'est pas du tout ça». Je disais: «Bon, je viens de passer 1 heure ou 1 heure et demie avec lui, donc c'est à prendre ou à laisser, mais moi je pense que». Et en fait, à chaque fois, ils le rencontraient et ils se disaient: «Waouh, mais on serait vraiment passé à côté, c'est une pépite». Mmh. Parce Heu, que pardon, parce que ce qui est important, effectivement, tu as raison, c'est-à-dire que, les compétences, techniques, ça s'apprend, ça je le répète à chaque Ça, c'est fois sûr. et les compétences par contre comportementales, ça prend des années à se changer. Oui et puis, on a toujours le risque d'amener les personnes, les collaborateurs à être dans la suradaptation et ça, Oui, c'est super mauvais. tout à fait, Donc, très bien c'est d'en parler. aussi,
Ce que j'ai retire de mes différentes expériences sur des postes RH, c'est que la souffrance au travail, j'en ai observé, j'en ai moi-même connu. Ça a jamais été dû au fait qu'une personne ne maîtrisait pas les compétences pour un poste donné. Très bon point. Jamais. Parce que ça, on sait, on a des leviers, il y a de la Bien formation, enfin sûr. voilà, il y a plein de choses. C'est très L'accompagnement. facile. Ça a toujours, été dû au fait que les personnes ne se sentent pas bien dans leur environnement de travail. Mmh. Et environnement de travail, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être relation au manager, ma place dans l'équipe, les valeurs de l'entreprise, enfin ça peut être plein le marché, le secteur, ça Bien peut être vraiment sûr. plein de choses. Mais, donc c'est aussi dire quelle est notre responsabilité en tant que RH pour éviter cette souffrance au travail. Mmh. Et pour moi, ça m'est paru une évidence que le recrutement, c'est un moment stratégique hyper structurant de la Mmh. relation de travail d'ailleurs, où il est temps de changer les codes pour permettre aux candidats aussi de savoir où est-ce qu'il va mettre les pieds et est-ce que ça lui correspond vraiment, Bien sûr. intrinsèquement, au-delà de ce qui est affiché sur le papier, c'est-à-dire un titre de poste, un niveau de rémunération et un scope de responsabilité. Mmh. Parce qu'une fois qu'on y est, c'est difficile de s'en extraire si on n'est pas totalement aligné et si on n'est Bien sûr. pas, Bien si au sûr. final c'était pas la bonne place. Mmh. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Julie, qui me parle énormément, c'est que ça nécessite un grand changement. De la façon de faire, des entreprises, parce que on entend, hein, les dirigeants, les entreprises se plaindre énormément, à la fois, du côté de dire, «On trouve pas les Oui. talents, on n'arrive pas à attirer les bonnes personnes» et à la fois en train de juger, on revient sur le jugement, des, générations Ah ou des oui. gens qui sont un peu difficiles, que parce qu'ils maintenant ils veulent du sens dans leur travail alors qu'avant on faisait ce travail et puis c'est tout. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est bon ou pas bon. En fait, moi, sincèrement, je m'en fiche. Le truc, c'est que c'est un constat, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour ces entreprises de changer. Toi, qui est sur le terrain, justement, et à proposer cette approche-là, qu'est-ce que tu vois comme frein à justement ce changement qui est quand même majeur pour les dirigeants et les entreprises? Oui, exactement. Écoute, je suis en plein dedans. C'est mon sujet du moment. C'est que, tout le monde adhère à ma vision, à ma proposition, à cette méthode de recrutement qui d'ailleurs a été, validée par l'université de psychologie du travail de Toulouse. Donc tu vois, c'est pas Mmh. non plus c'est pas un recrutement au feeling, à l'intuition, Mmh. on n'est pas là entre amis à se recommander les uns les autres, c'est loin d'être ça. Donc, tout le monde, adhère. La preuve, c'est que dans mon vivier de personnes qui sont, à la recherche d'une prochaine opportunité, j'ai beaucoup de DRH, de DG, de DAF, tu vois? Donc c'est que ça parle, c'est que c'est un besoin et du coup, tu comprendras bien que s'ils sont DAF, DG et DRH, que c'est pas la jeune génération, c'est pas la fameuse génération Mmh. Z. En fait, Mmh. moi, mon quotidien, c'est des candidats qui ont plus de 45 ans en général, D'accord. voire, vraiment fin de carrière et qui cherchent aussi du sens, hein, qui me tiennent exactement le même discours que ce qu'on entend de la génération Z. Donc c'est plus une question d'époque que de Ouais, moi, je pense génération, aussi. d'après moi. Ouais, je pense aussi. Donc voilà, il y a une énorme adhésion. Pour autant, j'ai moins de succès auprès des clients et des prospects. Mmh. Parce qu'en effet, ça demande un changement de mindset, un changement d'habitude. Ça demande de travailler sur ses peurs parce qu'en fait, le CV, il rassure. Mmh. C'est un outil qui rassure. Alors que c'est pas pragmatique. Parce Mais que c'est pareil, là, surtout les sciences sociales, ont fait plein de recherches sur ça depuis 80 ans et tous les chercheurs sont unanimes, la prédictivité d'un CV, elle est proche de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les infos qu'on trouve dans un CV, âge, formation, y compris nombre d'années d'expérience sur un poste donné, c'est pas du tout prédictif de la performance à venir du candidat. bien sûr, c'est évident. Il y a aucune corrélation entre ces données et la performance à venir. Et en plus, moi, je trouve que même, si on voit le recrutement au global, c'est aussi accepter et c'est dur pour un entrepreneur et ça dépend à quel niveau, à quel stade il est d'entreprise. Tu vois? C'est pas la même chose, une grosse boîte du C'est CAC sûr. 40 qu'un dirigeant de TPE qui est en train de démarrer. Le risque qu'il prend, parce que moi, j'accompagne les dirigeants de TPE, je vois bien la peur qu'ils ont à recruter. Mais c'est vrai que quand je commence à leur dire: «De toute façon, tu as 50 de chances de te tromper, 50 de chances de réussir» et ça n'a même pas lieu avec tu pourras faire tout un processus. Tu peux, heu, te toi, te rassurer
par rapport à ça. Mais en fait, on est des humains. Oui. Et donc, en fait, potentiellement, on a nos biais cognitifs, on a notre façon on a des schémas aussi, nos croyances, qui malheureusement, on les connaît pas tous, c'est juste dans nos réflexions, Mmh. et donc ils vont nous biaiser dans notre façon d'évaluer, dans notre façon d'approcher le candidat. Et donc, en fait, le recrutement, c'est, je trouve, le plus difficile en tant que manager. Même j'étais manager pendant des années. Je trouve que c'est le plus difficile parce que tu as peu d'emprise, en fait, en final. Alors justement, parlons-en parce que du coup, dans la méthode que je propose, l'idée c'est de réduire les angles morts D'accord, et il y a des choses assez simples pour les réduire. d'accord. Après je suis d'accord avec toi, ça sera jamais une science exacte. On n'aura jamais, Mais c'est la l'accepter aussi. garantie à 100. Mais Il c'est faut aussi l'accepter. l'accepter, c'est Mais par ça. contre, on a des leviers pour réduire les angles morts. D'accord. Déjà le premier levier, c'est de remettre, de l'authenticité dans la rencontre. En fait, on se rencontre pas vraiment en entretien. Non, Chacun joue un jeu de non, séduction. bien sûr. Donc c'est de casser ça, de changer sa posture en entretien et d'amener une vraie rencontre, une discussion entre 2 êtres humains qui se disent les choses et qui ont Mmh. chacun le même enjeu de: «Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce que je vais pas faire une erreur? Et est-ce que mon choix va être éclairé?» Donc c'est déjà, l'authenticité. Le deuxième point qui suit, c'est de la réciprocité. Remettre de la réciprocité, ça veut dire quoi? Ça Un veut dire équilibre? un équilibre, permettre aussi au candidat de poser autant de questions Ah oui, qu'en pose l'employeur. Parce que c'est d'un dans les 2 équilibre dans sens, en fait. l'échange. D'accord, Exactement. Le candidat, d'accord. en général, il se connaît un minimum, donc il sait aussi ce qui va être bien ou mal pour Mmh. lui. Donc c'est aussi OK que, si l'entreprise se dit: «Waouh, tel candidat, ça serait super de l'intégrer», mais qu'en fait le candidat dise: «Bah non, mais moi je vous dis ça va pas me correspondre parce que, au vu de ce que j'ai pu questionner et observer, moi je vais pas m'y retrouver, le cadre il est trop serré» ou au contraire, voilà. Donc c'est remettre de la réciprocité et le troisième levier pour réduire ces angles morts, c'est du coup d'arrêter d'envisager le recrutement comme un acte managérial uniquement, mais Mmh. d'impliquer l'équipe. Ouais, moi je suis pour aussi. D'impliquer Que j'ai l'équipe pas parce que fait et plus on est que nombreux, ben, plus on a de points de bien vue. sûr, bien Donc sûr. aussi d'impliquer l'équipe derrière dans la prise de décision, parce que Bien. sinon ça faut aller jusqu'au bout, sinon ça Mmh. marche pas. Mmh. Et c'est aussi très positif pour le candidat. Après, il faut le structurer parce qu'il faut pas qu'il ait 10 entretiens non plus. Mais c'est aussi très positif parce qu'il peut s'imprégner de la culture Bien d'entreprise, il sûr. peut voilà. Et quand on fait tout ça, en plus, non seulement tout le monde fait un choix beaucoup plus éclairé, mais il y a moins de sujets d'intégration. Parce que, bah, la cohésion, elle est déjà un peu là, quoi. Bien sûr, Et bien sûr, l'équipe, il faut l'intégrer dès là en amont, c'est-à-dire quand on définit le besoin. bien sûr. C'est pas le RH, le manager qui font une fiche de poste et puis après on invite 1 ou 2 personnes de l'équipe à participer à un entretien. Non, non, moi je profite de faire une dynamique d'équipe pour parler du besoin dès le lancement du projet de recrutement, et je peux te dire parfois ça aboutit même au fait que finalement, il y a quasiment pas de besoin de recrutement. On Mmh. peut répartir les rôles et responsabilités au sein de l'équipe Mmh. et on a une solution. D'accord. Donc Est-ce qu'il y a c'est aussi une façon de travailler sur la cohésion d'équipe en recrutant. Ouais, alors ce qui me vient à l'esprit là, c'est quand je t'écoute, je me dis: «OK, je suis en poste». Je trouve que ça marche bien parce qu'en fait, j'ai pas d'enjeu à entre guillemets à avoir ou pas le poste parce que je me dis: «Bon, pour l'instant, je suis, en sécurité financière et je regarde les opportunités et donc je peux être moi, en fait, en quelque part». Par contre, moi, je me rappelle très bien pour mon premier job, où en fait, pour moi, l'enjeu était d'avoir un job. Oui, Et donc dans ces cas-là, comment, tu vois, comment parce que là, tu dis qu'effectivement les personnes que tu as, ils ont plus de 45 ans. Je pense qu'il y a quand même majoritairement. Après il y a des oui, plus jeunes aussi, mais mais ce que majoritairement, je veux dire que tu vois, quand tu es au chômage, moi j'ai connu, c'est 15 sûr. mois de chômage. Sincèrement, est-ce que j'aurais réussi à être pleinement authentique lors des entretiens alors que moi je sais que je veux le poste? C'est une Ouais. question que je me pose, tu vois? Ouais, non, c'est une bonne question. C'est une question ultra pertinente et puis de toute façon, on n'est jamais à 100 authentique Oui, déjà. bien sûr, mais Heu et moi, je vois des candidats qui sont plus dans une urgence. ouais, C'est OK, à partir du moment où c'est posé, en fait, enfin, où c'est conscient. C'est-à-dire que en conscience, je prends le poste, oui, c'est ce que tu veux dire. même si j'ai déjà identifié que c'est Mmh. pas, ce qui va me faire vibrer les 10 prochaines années. Oui, tout à fait. De la même façon que pour l'employeur, c'est OK, c'est bien de savoir que, bah, telle personne pour qu'elle soit au mieux de sa zone de génie, il faudra peut-être, mettre un peu plus de transversalité dans le poste ou, en tout cas, il faudra mettre tel et tel ingrédient
pour que vraiment elle s'engage quoi, pleinement et qu'elle Mmh. soit pas juste en mode je D'accord. fais le strict minimum. OK. Donc tu vois, c'est OK, il faut aussi faire avec ce qu'il y a. Mmh. Et il faut aussi, comme tu disais tout à l'heure, ne pas s'accrocher qu'au cas où on est à 100% d'adhésion des deux côtés, parce que ça Ouais, n'existe c'est jamais ça. non plus. C'est peut-être ça Donc le c'est point. aussi, tu vois, moi je suis là pour éclairer parce que je suis neutre, Ouais. les points de vigilance. Il n'y a Mmh. pas de candidat parfait et Ouais. il n'y a pas d'entreprise parfaite. Et c'est ça qui Anyway, est peut-être et c'est peut-être il ça, n'y a tu pas vois? d'entreprise parfaite. Dans Donc les dans moi, la à chaque étape, je dis, ouais. pour moi, il y a ça et ça et ça, c'est le basique, c'est super important, vous l'avez en commun. Donc Mmh. ça vaut la peine de poursuivre. Après, il y a tel point de vigilance qu'il faut que vous discutiez, parce que c'est pas forcément du coup un no-go, mais voilà, faut juste le poser en fait. Et c'est ça, tu vois? C'est aussi accepter, que je trouve que l'entreprise, se dise: «Bah, je ne suis pas parfaite Il y a ça, et je totalement, ne, n'aurai pas non plus, le candidat parfait». totalement. Tu vois? C'est pour moi, c'est vraiment un changement de mindset, Oui, radical et le dernier truc, le dernier point pour finir sur cette partie-là, je voulais ajouter, c'était, ça prend du sens maintenant, ma carrière chez L'Oréal. C'est-à-dire que chez L'Oréal, il n'y a pas de fiche de poste et quand j'ai commencé, j'ai été embauchée. On me dit: «C'est quoi ton poste?» Et je n'avais pas de fiche de poste. J'ai été embauchée a priori que sur les soft skills parce qu'ils savaient que j'avais le diplôme qui allait bien et que de toute façon, il n'y avait pas d'école sur le cheveu parce que j'étais dans j'arrivais sur le cheveu. Il n'y avait pas d'école sur le cheveu, donc de toute façon, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Donc vu que c'est ancré cette partie-là, ça fait qu'ils prennent des personnes qui sont pour des soft skills d'adaptabilité, qui aiment apprendre, qui aiment, qui sont créatifs pour sur plein d'autres sujets et c'est vrai que même dans ma carrière, je construisais mes postes et quel que soit même si tu as un poste où tu es, responsable de telle partie, si tu as envie, exactement. tu peux, élargir ton scope de manière radicale et je pense que ça c'est pour ça que je suis restée parce qu'on me demande des fois: «Fabienne, quand on voit ton tempérament, tu es une entrepreneur et cetera, comment tu es restée 13 ans chez L'Oréal?» Mais j'ai dit: «J'avais une liberté qui était juste hallucinante Mmh. de pouvoir exprimer mes talents», comme tu disais tout à l'heure. Et merci de l'aborder parce que tu vois, au centre de mon approche, il y a le fait de dire, nous, en entreprise, on fonctionne par poste. Et moi, j'amène les clients à réfléchir au rôle. Mmh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le rôle, c'est oui, le poste, c'est-à-dire il y a des activités à faire au quotidien, il y a un cadre, et cetera. Mais le rôle, il prend en compte les interactions, il prend en compte le côté plus transversal. Mmh, Parce que le poste de, je sais pas moi, directeur commercial, dans les grandes lignes, c'est le même dans toutes les entreprises, mmh, à quelque chose près. tout à fait. Par contre, c'est pas la même chose d'être directeur commercial chez L'Oréal que, chez Airbus ou que dans une petite PME, Bien et même sûr, voilà et même dans 2 entreprises du même secteur d'activité qui ont le même, nombre d'effectifs, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a la culture exactement. d'entreprise et cetera et cetera. Il y a l'historique. Donc c'est mais quand on est dedans, c'est dur de voir tout ça. Mmh, Donc moi, je suis là aussi pour éclairer que tel poste, dans tel contexte, en fait, il a ses spécificités et j'appelle ça le rôle et donc on invite davantage, tu vois, dans les annonces, au lieu de décrire un poste et le profil recherché, moi je décris, un rôle, donc c'est plus de storytelling, on va dire ouais. et j'invite les personnes qui se retrouvent dans ces traits de Mmh, fonctionnement. mmh. Voilà, vous serez bien dans ce rôle si. Mmh, tout à fait. C'est rôle et Heu responsabilité, il y a les 2 en fait aussi ou pas? Exactement. Ouais, Donc c'est, tu vois, c'est faire donner un peu plus de relief parce qu'un poste, c'est très étriqué, c'est mmh, très, tout et à ça fait fait. plus rêver. En fait, les annonces, quand on cherche un emploi, c'est l'enfer de les lire, quoi. Elles se ressemblent toutes, il y en a pas une qui est plus Ouais. inspirante que l'autre, et puis en plus, quand on postule et qu'on rentre pas pile dans les critères, Ouais, on se dit: «C'est pas pour on moi». reçoit un refus direct. Donc Ouais. c'est enfin, en fait, Ou même des fois on postule pas, je pense, la connexion est coupée, hein, parce que, les entreprises, je crois qu'il y a 71% d'après la DARES d'employeurs qui déclarent avoir des difficultés de recrutement, c'est énorme. ça c'est énorme. Mais à côté de ça, il y a plein de personnes, Qui qui cherchent. cherchent Mmh, une opportunité, en fait. ouais. Donc là, il y a une des coupures qui a une coupure et la coupure, elle vient de là. Elle vient du fait que c'est déshumanisé, que c'est des process à la chaîne et Mmh, qu'on comprend plus les spécificités. Voilà, on essaye trop d'aller vite et de mettre, les gens dans des cases et ça fonctionne plus. mmh, Et tu vois, tu me demandais les freins, donc il y a la peur, parce qu'il y a la peur, si on recrute sans CV, alors on ne sait pas sur quoi on va tomber mmh, et ça, c'est dur à lâcher. mmh. Le CV, ça nous rassure parce qu'on maîtrise Bien les sûr. les personnes qui vont sortir de ce filtre et la deuxième chose, c'est le temps. C'est cette notion Mmh, de: «Mais on n'a pas le temps» ou «On va perdre du temps à». mmh, Mais ça aussi, c'est une croyance, mais elle est pas fondée. mmh, Parce que moi, dans ma démarche, je peux te dire que vu que mon premier filtre, c'est davantage basé sur la motivation, les candidats qui ont pris le temps de me produire quelque chose pour dire: «Je veux postuler»,
de me parler d'eux ou de répondre à une question ou de me donner un Bien exemple, sûr. c'est qu'ils ont vraiment un truc à raconter et qui sont pertinents pour le poste. Le Mmh. taux d'échec, il est minime. Donc prendre le temps, de changer de filtre, prendre le temps de vraiment parler aux candidats pour aller détecter les pépites qu'on aurait laissées passer, Mmh. prendre le temps d'impliquer l'équipe. En fait, c'est du temps investi en amont de processus de recrutement qui nous fait gagner un temps fou par la suite au niveau de l'intégration, de l'engagement, donc tu vois, Ouais, ouais et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à inverser, mais qui est dur parce que les entreprises, elles sont dans l'urgence. D'ailleurs, le recrutement, on le fait toujours en urgence. mmh On n'anticipe et ouais, jamais le mais recrutement. le truc et encore une fois, c'est intéressant parce que ça me vient là, mais d'une espèce d'insight, une évidence, mais que je l'avais pas vu. C'est, qu'aujourd'hui, le changement que doivent opérer ces entreprises, c'est pas tant, il y a le recrutement, c'est une chose, mais c'est, on change on ne recrute pas non plus pour combler un trou dans une entreprise, on recrute pour un projet. On recrute pour un projet, on recrute Mais un pour faire grandir l'entreprise et le mais c'est ça le collaborateur. projet, mais c'est-à-dire que se focuser sur le projet, c'est-à-dire que, est-ce que je veux quelqu'un qui soit embarqué, pour X années, dans un projet, qui soit, sur du long terme, et cetera? Ou est-ce que j'ai besoin que quelqu'un fasse les tâches, À très heu, court terme, à très court terme de ça? totalement. Et en même temps de se le dire. Moi, je sais que je l'ai fait, hein, déjà, hein, avec Oui, des oui. clients, de leur dire: «OK, là, tu es dans l'urgence, mais à ce moment-là, tu as besoin de quelqu'un qui fasse les tâches, mais tu n'as pas besoin de quelqu'un qui soit intégré pendant X temps Mmh. dans Oui, l'entreprise». du coup, ça peut prendre une autre forme, tu vois? Ouais, Ça peut être un CDD, ça peut être de l'intérim, ça peut être d'intérim, un freelance. voilà, c'était ça aussi, c'est-à-dire des prestataires et cetera. Si ton besoin est urgent, ce n'est pas la même chose que parce que je pense qu'on ne voit que le recrutement pur, alors que peut-être qu'en fonction de si c'est court, moyen, long terme, urgent ou pas urgent, de se dire, bah, c'est telle ou telle solution et pas Oui, forcément, tu vois? totalement. Je suis en Et train de ouais, ouais, totalement. Et du coup, je fais le lien avec quelque chose dont je rêve, et qui est dans ma vision, mais qui est tellement loin de la réalité business d'aujourd'hui que c'est pas encore, je l'ai pas encore concrétisé. C'est que dans ma vision des choses, je connais l'entreprise, je connais mon client, je connais son secteur, je connais son business, je mmh connais ses enjeux de développement, je me suis un peu imprégnée de sa culture et cetera. Je connais une partie des équipes. Ça veut dire je peux déclencher de la veille de profil pour eux. mmh C'est-à-dire qu'on arrête de dire, on attend que le poste soit ouvert pour se lancer en urgence dans un recrutement, mmh mais ah ben voilà, mais moi j'ai rencontré, Bruno qui a du temps devant lui, qui correspond à 100 à ce que l'entreprise cherche en termes d'état d'esprit, de compétences, d'implication. Ben je l'ai fait se rencontrer, même si c'est pas pour une prise de poste là à horizon 2 semaines. Oui, il y a pas de poste Tu vois, forcément, je ouvert. suis là aussi, je peux, créer un vivier vivant pour une entreprise. Mmh. Pour lui dire, ben, en fait, et ces personnes-là que je capte, la plupart du temps, elles sont en veille, mais elles sont pas actives. Leur CV, il est pas sur les plateformes. Elles lisent pas elles passent pas 2 heures par jour à postuler à des offres d'emploi. Mmh. Donc, tu vois, c'est cette, valeur ajoutée, en tout cas, que Ouais. j'aimerais apporter et petit à petit changer le regard de la notion de temps, sur le recrutement et sur, voilà. Mais, ça fait beaucoup de changements, n'est-ce pas? C'est pour ça, c'est aussi se montrer qu'un simple projet qu'un recrutement sans CV, montrer la Oui, complexité et le nombre de changements à opérer ouais. pour juste un truc qui paraît quand on le voit et c'est pour ça que quand tu dis, je comprends tout à fait quand tu dis, tout le monde adhère à la vision parce que c'est beau effectivement le recrutement sans CV, mais on voit pas derrière la complexité et les enjeux, et ce qu'on doit lâcher pour arriver à ça. Voilà et donc c'est ce qui me manque, il faut que j'apprenne à accompagner ça. Oui. Pour, il y ait plus de personnes, Ça, on est dans la nature, hein, qui passent le cap. Julie, on est dans la nature, donc on a aussi les bêtes qui sont avec nous. Exactement. Donc voilà, il faut aussi que j'accompagne davantage Et ça, ce c'est la changement. dimension, et d'ailleurs que je de plus en plus c'est intéressant parce que, je me rends compte que j'accompagne de plus en plus mes clients, dirigeants sur cet aspect-là, qui le minimisent. C'est, cette, compétence d'acteur du changement. Exactement. Alors, moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière de le faire parce que, on a eu des changements, moi, j'ai fait des réorganisations, des changements et donc j'ai été accompagnée par des coachs, on était même avec moi, j'étais avec au niveau stratégique
avec des dirigeants de la boîte, qui c'est pour, justement, comment on accompagne le changement et c'est un vrai sujet, C'est un quoi. vrai sujet. Et donc c'est comment je leur transmets, cette compétence et pour reboucler avec le début, ça commence par l'écoute. Totalement et je te rejoins sur ça et merci de le poser comme ça parce que, bah, moi aussi dans mon expérience, j'ai été RH mais beaucoup, sur des projets de transformation. Mmh. Donc j'ai accompagné le changement, et c'est en ça que mon approche du recrutement, elle est mêlée à du conseil. Mmh. C'est pas Je suis pas le cabinet à qui on sous-traite et qui envoie une shortlist et point. J'ai plus cette dimension, aussi, conseil et Mmh. accompagnement du changement, mais c'est pareil, c'est difficile à faire, percevoir et aujourd'hui, on met tout ça dans des cases. On fait soit Ouais. du conseil, soit du recrutement, heu, Mélangeons tout ça. Moi, je mélangeons suis tout ça en tout pour cas du «et» en fait. et c'est aussi pour ça que, ça fait du sens Ouais, de créer des collaborations ensemble parce ouais. que ça veut dire que les dirigeants que toi tu accompagnes, Mmh. ils ont envie d'aller vers, ce changement Oui, mais ils sont conscients qu'ils doivent se faire accompagner, ouais, et tu vois, c'est des entreprises qui seront plus réceptives à mon approche, bien sûr. et c'est là où ça prendra pleinement son sens, quoi. Bien sûr, complètement. Alors, on a déjà, bien discuté, sur plein de sujets et quand même on est resté autour de ces changements à opérer dans notre société, dans les entreprises et moi je trouve ça, c'est un sujet pour moi qui me passionne donc, merci pour ça, Julie. Moi ce que je voudrais, parler de toi parce que une de un trait de personnalité pour moi qui fait partie de ta personnalité, c'est la chanson. Mmh. Qui est chanteuse, en plus d'être DRH chanteuse. On a vu dernièrement qu'il y a eu, une DRH qui a gagné koh ça fait moi je regarde pas koh mais j'ai entendu, j'ai vu sur les Excellent. réseaux et donc je me suis dit, voilà, il y a on peut être c'est du «et» en fait, on peut être, gagner koh et être DRH et Oui. là c'est DRH et chanteuse. Hem, Depuis quand tu chantes déjà et c'est quoi qu'est-ce que t'apporte toi la musique, le chant dans ta vie aujourd'hui? Alors déjà, tu vois, ça fait très peu de temps, ça se compte en semaines, je pense, que je m'autorise à dire: «Je suis chanteuse». D'accord. La Le chant, ça a été là très tôt dans ma vie. J'ai passé mon enfance, à chanter. Pourtant, j'ai pas du tout grandi dans un univers artistique. Donc va savoir pourquoi j'étais la seule personne dans la famille qui chantait, matin, midi et soir. C'était presque obsessionnel et à partir du moment où, j'ai commencé mes études et j'ai commencé à travailler, je l'ai mis, totalement de côté. Donc j'avais perdu de vue le fait que j'aimais chanter. Parce qu'aussi j'ai pas grandi dans un environnement où on a valorisé ça, où on m'a dit que Mmh. c'était, voilà, c'était pour se faire plaisir, mais c'est pas important de se faire plaisir, il faut avant tout travailler, se mettre à Mmh. l'abri et cetera et c'est suite à vraiment une crise de vie en 2020 parce que, bah, sur mon poste de DRH justement, ça a été une année très difficile avec des licenciements, avec, un climat, social, assez compliqué, à vivre, et en parallèle, l'accompagnement de la fin de vie de mon papa. Et c'est suite à cette crise-là où, je me suis reconnectée au chant pour me reconstruire un peu, pour me faire du bien et donc j'ai commencé, à travailler en répertoire de reprise avec un guitariste et puis il m'a mis, voilà, il m'a challengée, il m'a dit: «Mais toi, t'aimes bien écrire, a priori, tu voudrais pas essayer d'écrire des chansons? Comme ça, on ferait nos propres compositions». J'ai pris le défi et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais, mais j'adorais écrire. Mmh. Et donc on a, maintenant, on commence à avoir un petit répertoire de nos propres compositions, que, je vais présenter lors de tremplins, musicaux et cetera. Et c'est dur d'assumer ses compos en public. Enfin, c'est vraiment, très, très dur parce que c'est très intime et c'est très moi. Mmh. Et d'un autre côté, quand j'ai des retours de: «Bah, ça m'a parlé, ça m'a ému», ça voilà, c'est je peux pas poser des mots sur ça, c'est vraiment bouleversant. Donc ça m'encourage à continuer, heu, mais mais ça coûte, hein. Ça coûte d'oser vraiment être soi, d'y aller et tu vois, encore une fois, je sais pas ce que ça va donner et j'espère pas la gloire. J'ai pas je me re enfin, je fais pas ça dans une dynamique de je veux être célèbre ou Mmh. mais plus de, moi ça me fait du bien et du coup je veux le partager, et on verra où ça me mène. Mmh. Mais, c'est pas naturel, hein, de faire ça. Alors moi, tu vois, c'est marrant parce que la perception que j'ai, donc j'ai eu la chance, effectivement d'écouter et on va aussi avoir vous allez avoir la chance aussi d'écouter Julie qui va nous, donner un petit morceau, nous faire ce cadeau. Moi, j'ai vu ce que
tu as commencé à dire au départ, c'est-à-dire, vraiment une dimension de développement personnel. Oui, Tu vois? À la fois dans ce que tu chantes, mais à la fois d'utiliser le chant, comme tu dis, pour se reconnecter à soi. Moi, je l'ai senti comme ça, et c'est vrai que, oser être soi, c'est une quête aussi. Alors moi, je l'ai profondément ancrée, et je le fais de manière différente, mais c'est une méthode, une façon, une approche, pour moi différente, ce que qui est de te retrouver, de te connaître. En mmh, tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. ouais, totalement, totalement, totalement. Déjà dans l'écriture, Ouais. mais aussi dans le fait de chanter. Mmh. C'est marrant parce que, tu vois, il y a plein de parallèles sur mes blocages, en chant, Mmh. que des blocages que je travaille avec ma psy ou avec des coachs, tu Mmh. vois? C'est, il y a beaucoup de parallèles et en fait, par exemple, quand je chante, j'ai peur de mes aigus. J'ai peur de prendre ma place, enfin, il y a plein de petites choses comme ça, tu Mmh. vois? Ou, les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de quand j'ai tendance à chercher une technicité Mmh. et à me couper du ressenti des émotions Mmh. parce que je veux bien faire. Mmh. Et ça me représente beaucoup. Je me suis quand même construite en taisant beaucoup mes émotions et en étant dans, le résultat, la performance, Mmh. ce qu'on va penser de moi et cetera, tu vois? Mmh. Donc rien que l'acte de chanter fait aussi, et met en lumière, tout ce qu'il faut qu'on bosse. Très intéressant. C'est super. En tout cas, c'est comme ça que moi aussi je l'avais perçu en tant que coach. Peut-être aussi je suis un peu biaisée, mais en tout cas, j'avais perçu que c'était une merveilleuse approche, pour apprendre à se connaître et à justement surpasser certaines peurs, Ouais, certains blocages. ouais, Et donc, voilà, tu vas nous faire, cet, honneur, d'une petite chanson. avec plaisir. Allons-y. Être ici devant vous n'était pas au programme. Jamais je ne l'avoue. Je ne pensais dévoiler mon âme. Des heures, j'en ai passé à douter en silence, me dire que le succès, c'est seulement pour ceux qui ont confiance. Mais de toute façon, on vit, on meurt. Pourquoi pas espérer le meilleur? De toute façon, il y a des hauts, il y a des bas. Pourquoi pas oser aller vers soi? Non, merci en tout cas, Julie, pour ce moment, heu, qui est toujours, voilà, en tout cas moi c'est un plaisir pour moi de t'écouter, donc pas dans les conditions avec le guitariste, mais c'est déjà, pour nous, un beau cadeau. Donc pour finir, 2 dernières questions. Mhm. La première, c'est, pour un peu connaître ton actualité, quelles sont tes prochaines étapes? Quels sont tes prochains défis, étapes en tant qu'entrepreneur? Et justement cette approche, du recrutement sans CV qui te demande, Ouais. à mon avis, pas Oui, mal je veux d'énergie. pas lâcher, mais d'un autre côté, en effet, il faut j'ai l'impression qu'il faut que je soulève des montagnes. Mmh. Donc les prochaines étapes, j'aimerais bien qu'elles soient clairement dessinées en face de moi, c'est pas le cas, mais si j'écoute mon intuition, il y a plusieurs choses. Il y a déjà apprendre à m'entourer et pas continuer à faire seule. Mmh. Je sais pas quelle forme ça prendra, mais des partenariats, mais voilà. Apprendre à m'entourer. La deuxième chose, c'est, plus oser prendre la parole. Donc, tu vois, ça va passer par des conférences, par organiser des événements, mais pour, faire ce travail de fond Mmh. d'évangélisation, Mmh. de mise en confiance aussi. Mmh. Tout à fait. Et puis, certainement oser demander de façon plus, claire, aux prospects, enfin aux interlocuteurs, aux Les décideurs au entreprises. final, hein, Mmh. donc aux DRH, aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui bloque et comment ensemble on peut lever une partie de ces blocages?
Parce ils perçoivent les bénéfices, ils perçoivent le besoin, mais ils y vont pas. Donc voilà, comment ensemble on peut débloquer ça? Mmh. Donc j'essaye aussi d'imaginer un atelier où on permet d'ouvrir cette parole parce qu'elle est pas facile à ouvrir, en fait. Parce que Mmh. c'est plus de l'ordre du ressenti, des peurs, Mmh. et puis c'est pas facile de les poser à moi alors que j'incarne le projet, je le porte et je suis quand même Mmh. force de conviction. Donc Tout à je vais fait. me faire accompagner aussi certainement sur ça pour qu'une personne neutre facilite ce moment. Hem, voilà un peu à très court terme, à très, très court terme, ce qui se profile. Mmh. En tout cas, moi, je veux bien t'aider à faire ça aussi. Ça m'intéresse aussi de faciliter cette approche, cette discussion, par rapport au blocage, par rapport aux Ouais, peurs. Donc, voilà, merci, si jamais tu as besoin, moi, je veux bien aussi, contribuer parce que je pense que ça fait partie du changement. avec grand plaisir. Donc, voilà, c'est vraiment, voilà, je le lance comme ça me vient en tête. Excellent, c'est bien On n'en a noté. jamais parlé, mais je le Figure-toi que c'est bien noté. donc la dernière question, Julie, pour toi, la question signature du podcast. Si tu avais 1 milliard d'euros demain sur ton compte en banque, 1 milliard, que changerais-tu dans le monde? Waouh, ça c'est vertigineux. Hem, je visualise des enfants. Je pense que j'investirais ce milliard, dans les systèmes éducatifs. Tu vois, dans le fait de venir apporter aux enfants des plus jeunes âges cette connaissance de soi, cette écoute, cette capacité à écouter, à aller vers l'autre, à développer son empathie. Parce que je pense que rien que ça changerait totalement la donne de notre humanité. Mmh. Donc ouais, ça serait investi autour de l'éducation, de donner les mêmes chances à tout le monde. Mmh. Et puis, tu vois, ce mix culturel, de se dire qu'en fait, nous, petits Français, on n'est pas forcément favorisés parce que notre système éducatif, il est ce qu'il est. On apprend de la connaissance, mais pas de la connaissance de soi. Et dans d'autres pays, il y a peut-être moins de savoir, mais il y a davantage de connexion à l'autre. Mmh. Donc c'est aussi, cette ouverture sur les cultures, tu vois? Peut-être permettre aux enfants de découvrir, très jeunes d'autres cultures et cetera. Mais, ouais, je sais pas, l'éducation. D'accord, super, chouette. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, Julie. C'était, on a eu un peu chaud quand même, hein, Oui, on a un peu chaud. je vous le dis, le début ça allait, puis là ça commence à devenir chaud. Mais, voilà, donc, en tout cas, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donnera plein d'idées aussi. Et n'hésitez pas à contacter, Julie, si vous avez besoin de recrutement, à la fois en tant qu'entreprise et puis à la fois en tant que candidat. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Fabienne. À très bientôt. À très bientôt.